Au sommaire cette semaine, l'HomePod, l'enceinte sans fil d'Apple est attendue pour le printemps en France, mais elle est déjà dans ORLM. Que vaut-elle face à la concurrence, et notamment celle de Sonos? Pourquoi ses fonctions multi-room ne sont-elles pas encore actives? Quel avenir pour AirPlay numéro 2? Quid enfin de son assistant Siri face à celui de Google Home ou Amazon Echo? Débat! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitLemac.com. Je vous invite également à vous abonner sur nos chaînes Dailymotion et YouTube et à cliquer sur le petit pouce. Vous le retrouvez en version audio, en version HD, en podcast et sur iTunes à télécharger chaque semaine. Et vous le retrouvez également sur notre application mobile iOS ORLM pour iPhone, iPad et Apple TV. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur Facebook, Twitter et désormais sur Instagram. En plateau, il revient tout juste de Londres, les bras chargés de HomePod car il n'a pas pu attendre son arrivée en France. Notre consultant en stratégie numérique et non pas digitale, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu as craqué, tu n'as pas pu attendre. C'est bien non pour l'émission d'avoir oui, ça tombe bien. On en a deux, formidable. Voilà. Bon, autre personnage de cette émission en duplex, lui aussi, il n'a pas hésité à traverser la Manche pour tester le HomePod et nous ramener un exemplaire. Merci à toi Didier, un journaliste fondateur du site Mac Forever. Didier Policani, bonjour Didier. Oui, salut Olivier. Alors moi j'en ai ramené même deux, donc un pour toi et un pour moi. Je l'ai pris ici en blanc. Ouais. Et puis j'ai hâte de tester en fait la stéréo, que ça arrive bientôt, quoi. Et le multi-room, on va en parler ce soir en duplex également. Un spécialiste des réseaux sans fil et donc du multi-room. Il connaît par cœur notamment l'écosystème de Sonos. Gonzague d'Ambricourt de Bouche-Cousue. Bonjour Gonzague, ça va bien? Ça va Olivier, et toi? Oui, tu es très curieux autour de cette enceinte Apple notamment. Tout à fait, je suis très très curieux. Mais j'attends un peu pour l'acheter puisque je suis en train de déménager et que, de toute façon déjà on ne peut pas l'acheter en France et que j'ai un appartement à équiper bientôt. Va-t-il être obligé de remplacer tous ces Sonos par du HomePod? On va essayer de répondre ce soir. Et enfin en duplex, il a supervisé le lancement de la première enceinte d'Apple, l'iPod hi-fi, c'était en 2006, souvenez-vous. Notre ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué, Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, dis donc, je suis encore en train de tester la nouvelle application d'Apple qui s'appelle Apple TV là, sur mon iPhone et mon iPad. Je suis en train de tester de A à Z CarPlay dans ma nouvelle voiture. L'HomePod arrive, mais que se passe-t-il chez Apple, hein? Abondance de biens ne nuit pas, mais on n'a jamais eu autant de nouveaux produits. Je trouve qu'en ce moment, c'est génial. Oui, mais ils ne sont pas tous encore prêts et matures. On va en parler ce soir. Un petit retour quand même sur l'iPod hi-fi, donc l'ancêtre du HomePod dont on va parler dans cette émission. Il n'a pas vraiment rencontré un immense succès à l'époque, hein, Monsieur X. Écoute, alors il a rencontré un succès d'estime. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, faut se rappeler effectivement que l'iPod hi-fi, c'était le premier essai de proposer à ses clients par Apple une enceinte hi-fi de bonne qualité. J'ai un doute sur le partenaire audio qui avait été utilisé pour faire le produit à l'époque. Je ne sais plus si c'était Cabas ou Bose ou Harman Kardon, c'est un des trois de toute façon. Ouais. Le produit avait plutôt une bonne performance en termes de hi-fi. C'était un produit qui était universel puisqu'on le connectait avec un simple câble jack à partir du moment où vous aviez un iPod. Donc c'était une extension de l'iPod et à partir de l'iPod qu'on clipsait dessus, il n'y avait pas de connexion Bluetooth à l'époque, on pouvait sonoriser facilement une pièce. Voilà. Je te relaisse la parole, après je peux en dire plein de choses. Non, pourquoi Apple n'a pas persévéré dans le créneau des enceintes tout simplement, pourquoi elle a laissé tomber Alors, ce qui s'est dit à l'époque, est ce que je crois, ce qui s'est dit à l'époque en interne chez Apple, la justification pour laquelle on a arrêté le produit, c'est qu'on n'en a pas vendu assez. Donc c'est pas un succès commercial. Par rapport aux espérances. Moi, je pense que le produit était, comme ça arrive souvent chez Apple, en fait un peu cher. Ça, c'était son premier défaut. Et puis son deuxième défaut, c'est qu'on était dans une période charnière au moment où ils l'ont lancé, où la musique nomade allait commencer à passer des baladeurs dédiés comme l'iPod au smartphone. Or, ce produit, tu pouvais mettre
que ton iPod à travers une prise propriétaire Apple dessus, en tous les cas principalement. Voilà, ou alors connecter effectivement un smartphone avec le câble jack, mais c'était quand même beaucoup moins joli. Et puis il y avait des problèmes à mon avis de qualité de ce brochage où tu devais mettre l'iPod. Donc pas cette vente, un produit qui n'était pas tout à fait abouti en termes de connectivité. Pour le reste, la qualité du son à l'époque et surtout on va dire le design produit de cette enceinte qui était lourde, massive, avec un design qui personnellement me plaisait. Moi, je pense que c'était une réussite. Je pense que ça reste encore aujourd'hui une décision qui n'est pas comprise par tous les gens qui étaient chez Apple à l'époque, et sans doute une mauvaise décision. La preuve en est, c'est que quelques années après, Apple a racheté Beats, même s'ils font pas d'enceinte, et maintenant qu'ils retournent dans le monde des enceintes. Dernière hypothèse que j'aimais, le partenaire avec lequel ils bossaient, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec eux sur la suite, mais en tous les cas, la suite dans les idées, ils l'avaient. Donc c'était l'enjeu pour Apple. Donc presque 10 ans plus tard, Apple revient sur le marché avec une nouvelle enceinte. On va voir si elle a appris Apple de cet échec. On vous a préparé ce soir une émission où on a regardé sur mon bureau les principales enceintes du marché. Vous avez bien sûr l'HomePod qui est au milieu ici en noir. Vous avez à côté la One de Sonos, la Play 3 de Sonos qui est juste à côté. Et ici en petit, le Google Home et à côté l'Amazon Echo. Donc on va essayer un petit peu de comparer les performances des uns et des autres. Mais avant de vous proposer un comparatif complet, un petit mot de notre sponsor MTX qui vous offre des cadeaux cette semaine, à commencer par le dernier casque de la gamme MTX Audio, le iX3 qui brille par sa légèreté, 160 grammes, et sa solidité avec son bandeau en acier inox, ultra flexible, incassable. Son prix est de 79 €. MTX offre également un casque intra-auriculaire, le modèle iX4. Pour participer, il vous suffit de répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Messieurs, je vous propose qu'on passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à notre sondage que nous avons publié sur le compte Twitter dont refait le Mac. La question était: Apple doit-elle ouvrir son enceinte HomePod à Spotify? Sur près de 230 votes, vous étiez 86% à penser que oui, contre 14% de non. C'est donc un plébiscite pour Spotify. Le HomePod n'est en effet pas compatible avec Spotify, uniquement avec Apple Music. Il est donc nécessaire qu'il s'ouvre à d'autres plateformes de streaming concurrentes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? On peut peut-être commencer par Gonzague, toi qui es un grand fan de Spotify. Est-ce que c'est un élément bloquant pour passer à l'enceinte d'Apple concrètement? C'est très bloquant pour moi parce que j'ai toutes mes playlists et beaucoup de mes amis qui utilisent Spotify. Donc mes playlists sont sur Spotify et mes potes sont sur Spotify. Et je n'aime pas l'ergonomie d'Apple Music. Donc, et j'adore un truc sur Spotify, c'est les recommandations qu'ils font toutes les semaines de façon automatique, qui sont vraiment très bonnes. Donc, pour moi, c'est bloquant. Alors après, tu peux t'en servir en AirPlay, mais le principe n'est pas le même. Ouais, surtout que Spotify, regarde ce slide, il domine largement le marché avec 70 millions d'abonnés payants contre seulement 30. Là, c'est plus que de la moitié pour Apple Music. Comment on peut expliquer ces stratégies, Monsieur X? Est-ce que, en clair, Apple veut forcer la main à ses utilisateurs de switcher sur Apple Music en utilisant l'HomePod? Pas du tout. Ils s'en foutent complètement. et que je m'explique. Ça, c'est un des basiques du marketing produit chez Apple. Le HomePod, comme l'iPod hi-fi précédemment, n'est pas considéré comme une gamme de produits autonomes à date. Alors peut-être que si ça marche, le HomePod, ça sera une gamme de produits autonomes comme l'est devenu l'Apple Watch. Mais aujourd'hui, non. En termes vraiment de valeur marketing, c'est considéré aujourd'hui comme un accessoire, non pas uniquement de l'iPhone, mais de l'iPhone plus de l'iPad. Donc, ce qu'on appelle de la gamme iOS. Tim Cook, au dernier résultat financier, a dit: nous avons chez nos clients aujourd'hui une base installée d'1,3 milliard de produits iOS. Il y en a peut-être la moitié ou les 2/3, donc on va dire un petit milliard, qui potentiellement va avoir iOS 11 et le futur iOS 12 dessus, donc vont supporter AirPlay 2. Donc le terrain de jeu d'Apple, c'est ce milliard d'iPad et d'iPhone qui vont avoir iOS 11 ou iOS 12 et donc qui sont capables de supporter AirPlay 2. Et donc, le HomePod est destiné à ces gens-là. Si tu en vends 5% à ce milliard d'utilisateurs, ça va faire donc 50 millions, si je calcule bien. 50 millions
fois $349 la bête, donc 350 €, tu arrives, je crois, à un chiffre d'affaires cumulé, j'avais fait le calcul rapidement, quelque chose comme 45 milliards de dollars. Donc en termes de fondamentaux, je m'adresse à ce milliard de clients, j'essaye de vendre à 5%, qui est ce qu'on appelle le fameux taux d'attachement, je peux générer 50 milliards de chiffre d'affaires et je délivre pour ces clients-là une expérience client parce que l'intégration avec iOS, intégration avec Apple Music, renforcement d'Apple Music, qui est parfaite de bout en bout. Les Spotify et les Deezer, je me bats pas pour eux. De toute façon, ça serait renforcer leur service alors que je veux les tuer avec Apple Music. Et puis, si vraiment, comme je le pense, ma solution est meilleure, je vais switcher marginalement quelques clients de Spotify et Deezer. Et avec HomePod 2 et HomePod 3, quand je serai vraiment meilleur dans le cadre de l'écosystème Apple, là, je vais attirer des nouvelles personnes à moi. Donc, faire souscrire des nouvelles personnes à Apple Music pour bénéficier de l'HomePod, oui. Aller faire switcher des gens de Spotify ou de Deezer ou leur donner une bonne expérience client, n'a rien à foutre. Je m'intéresse à ma base installée comme avec l'Apple Watch. Ouais, tu nous as vraiment essayé de retranscrire ce que tu vivais toi déjà à l'époque et la manière de penser d'Apple. Est-ce que tu es d'accord avec la vision, Stéphane, de Monsieur X? Est-ce que tu penses que le HomePod va aider Apple à combler son retard sur Spotify? Alors, il est important à combler. Non, bien sûr, il est important, mais surtout, et là où je rejoins Monsieur X totalement, même si là on l'a vécu de l'intérieur, on était quasiment en immersion dans des salles de réunion de chez Apple, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'était très agréable. Mais là, par rapport à nos deux, à Spotify et à Deezer, on parlait des autres, Qobuz, etc. Bien sûr. Il n'y en a aucun qui s'est détaché avec un modèle économique extraordinaire, parce que le modèle économique est toujours le même, c'est de l'argent qui rentre via les abonnements, via les levées de fonds, etc., et qui repart aussitôt en droit d'auteur. Finalement, il n'y en a aucun qui a été décisif dans le marché. C'est celui qui aura les reins les plus solides. Qu'est-ce que tu veux toutes ces dire? plateformes, c'est-à-dire que de toutes, si tu regardes Spotify, tu regardes Deezer, tu regardes Apple, je ne parle même pas des autres, qui a les reins les plus solides de ces trois-là? On les connaît. Sachant que l'objectif d'Apple, c'est pas forcément de gagner, tu as raison, de l'argent avec Apple Music, mais plutôt de vendre du matériel. Exactement. Et on le voit avec l'HomePod et bien sûr l'iPhone. Didier, est-ce qu'on aurait pu imaginer en son temps que l'iPod ne puisse pas lire le MP3? C'est un peu une analogie un peu scabreuse, mais c'est un peu ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé aujourd'hui avec le HomePod, puisqu'il ne lit uniquement que Apple Music et les morceaux achetés sur l'iTunes, ça aurait été imaginable en son temps pour l'iPod. Et je pense que Apple n'était pas dans la position de force qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire le point ensemble, Didier, sur les sources audio compatibles avec le HomePod avant de faire un joli unboxing avec notre ami Stéphane? Ouais, je réponds juste à ta question. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Ils ont fait ça avec l'Apple TV, en fait. Au début, tu pouvais pas lire les DivX et tous ces trucs. Il y avait que les applis d'Apple et quelques applications sélectionnées. Je crois qu'il y avait déjà Netflix au début, si je dis pas de bêtises, ou alors il y a quelques mois après. Ouais, c'est arrivé après. Mais c'est vrai que moi, je pense que ça va finir par arriver quand même. Tu penses, toi? Non, mais là, ça paraît après logique. Oui, c'est vrai, sur CarPlay, sur CarPlay, tu as Spotify, c'est vrai. Et tu as WhatsApp aussi, tu vois. Ouais. Je pense que tu penses qu'ils vont arriver, donc on va voir. On va voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points en retard. Vous allez voir. On va les lister ensemble. Alors, quelles sont les sources audio compatibles? On a parlé d'Apple Music, mais c'est pas uniquement les seules sources compatibles dans la liste. En fait, c'est très simple. C'est tout ce qui est dans le cloud, c'est-à-dire Apple Music, tout ce que tu as acheté sur iTunes, donc qui est lié à ton compte iTunes. Mais comme tu peux lier qu'un compte, par contre, si tu as plusieurs comptes, ça va pas fonctionner. Si tu as aussi la iCloud Music Library ou iTunes Match. Enfin, vraiment tout ce qui est uploadé en fait dans le cloud, ça va marcher. Tu as évidemment toutes les radios type Beats One, les podcasts. Et puis après, ça c'est ce qu'il est capable d'aller chercher tout seul. C'est-à-dire tu peux demander à Siri. Et après, tu as tous les contenus qui sont disponibles en AirPlay. Mais là, forcément, AirPlay, il te faut un téléphone, il te faut une Apple TV ou un Mac éventuellement. Ouais. Donc, d'ailleurs, un petit truc rigolo, on en parlera après. Mais depuis ton Mac, tu peux streamer sur 2 HomePod, alors pas en stéréo, mais tu peux envoyer sur les 2 sources. Tu peux pas le faire sur l'iPhone. Ouais, ça, c'est encore vraiment une chose assez incompréhensible. Mais pour revenir sur AirPlay, effectivement, si vous êtes abonné Spotify ou Qobuz, par exemple, et que vous Deezer, vous voulez écouter de la musique, vous pouvez donc le faire à partir du HomePod. Mais le HomePod, n'ira pas streamer lui-même cette musique. Il faudra l'envoyer à partir de votre iPhone, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Aujourd'hui, le modèle qui ressort le plus, notamment avec Sonos. On parle beaucoup aussi, on a parlé un instant de Qobuz, et Qobuz notamment insiste beaucoup sur la qualité de diffusion. On a lu sur le site d'Apple que le HomePod pourrait lire les morceaux en FLAC, c'est le format audio sans perte qui va être diffusé de la musique en haute qualité.
Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Didier ? En fait, ça lie du FLAC. Alors, on ne sait pas comment, en fait, puisque le seul moyen en fait d'envoyer du son, c'est AirPlay pour l'instant. Et si tu envoies du AirPlay, je crois de mémoire que ça envoie du lossless 44 kHz, enfin la qualité CD. Donc, si tu veux être au-delà de ça en FLAC, aujourd'hui, je sais pas comment on fait. Même Apple l'explique pas sur son site comment tu peux lire du FLAC, sachant qu'il va pas non plus chercher sur le réseau, sur des NAS, etc. du contenu. Donc c'est le mystère pour moi pour l'instant. Ça laisse espérer peut-être que dans quelques mois, on verra arriver une version haute qualité, haute définition d'Apple Music qui, rappelons-le, aujourd'hui ne propose pas encore ne fût-ce que la qualité CD. Aujourd'hui, c'est juste du 256 kilobits en AAC. On va voir peut-être arriver de bonnes surprises dans les mois qui viennent. Place maintenant au HomePod. On va le détailler sous toutes les coutures et on va commencer par le design et notamment par l'unboxing. On va le sortir de sa boîte. Stéphane, allez, fais-toi plaisir. On ouvre cet HomePod que tu nous ramènes fraîchement de Londres, la version blanche. Voilà. C'est toujours un cérémonial d'ouvrir un produit de chez Apple. Voilà. Une jolie boîte. Jolie boîte, il pèse son poids. Et on le voit directement là. Voilà, donc tu as juste une petite fine protection en plastique qui protège l'écran qui est en haut, on y reviendra. Et le câble qui est bien enroulé jusqu'à sa prise anglaise, on y reviendra. En quelques mots autour du design, il a été présenté en juin dernier, il a pas vraiment frappé les esprits en termes de lignes de design en général. On l'a vu, il se décline en blanc et en gris sidéral tel que le modèle qui est devant moi. C'est un design assez classique finalement, il rappelle déjà les lignes d'enceinte déjà existantes, cylindriques. Regardez le Sony notamment, le LF500S50G, pardon pour l'orthographe, qui a été lancé avant le HomePod, qui intègre, lui, l'assistant Google Home, qui est vraiment un clone parfait du HomePod. Donc, comme quoi, en matière de design cylindrique, Apple n'a rien inventé. Ça ressemble également à une autre enceinte que j'aime beaucoup, moi, c'est celle de l'Ultimated Ears, la Wonderboom, une version Bluetooth, cette fois équipée d'une batterie. Et celle-ci également ressemble beaucoup à l'HomePod. La principale différence entre la Sony ou la Wonderboom, c'est effectivement lorsque vous appuyez sur le sommet ici. Voilà, vous avez les fonctions qui sont là et vous avez, regardez, on va dire bonjour, on va demander quelle heure est-il à Google, à Siri, pardon. Hey Siri, what time is it, please? It's 16:44. Happy Valentine's Day. Merci beaucoup, thanks. C'est vrai, on enregistre le jour de la Saint-Valentin. Donc, vous voyez, au sommet, vous avez donc l'assistant Siri qui n'est pas à proprement parler, Didier, un écran. C'est plutôt des LED, c'est ça ? Oui, bon, après, qu'est-ce qu'un écran, après tout ? Mais c'est vrai que quand ils l'ont démonté, donc tu as les deux petits boutons qui sont vraiment indépendants, ils sont pas sur un écran. Et puis, tu as des petites LED avec un petit effet de flou comme ça avec Siri. Moi, franchement, je la trouve très jolie. Ouais. Et je trouve qu'elles se font bien dans le... Je baisse le son, voilà. Quand tu la mets chez toi, comme ça, à côté de n'importe quoi, d'un pot de fleurs, sur une table et tout, je trouve que cet aspect tissu, ça fait très années 70, un peu, toi qui as vécu dans les années 70. Je te remercie. Enfin, j'ai grandi dans les années 70, ce qui est différent. C'est vrai que j'étais surpris plutôt par le gabarit du HomePod qui est plutôt compact, qui rappelle un petit peu la Play, la One qui est juste à côté. Il fait à peu près 17 cm de hauteur pour 142 mm de largeur. C'est vrai que la finition est assez impeccable. Gonzague, Monsieur X, votre impression sur le design, c'est important puisque c'est un produit qui va s'intégrer, qui doit s'intégrer à la maison. Je laisse Monsieur X répondre en premier. Alors, c'est toujours pareil, design au sens français du terme, enfin pour le grand public, au sens anglo-saxon du terme. Anglo-saxon du terme, c'est le design produit, c'est ce qu'on voit dehors et ce qu'il y a dedans. Et le sens français du terme, ou latin du terme, c'est plutôt ce qu'on en voit. Ce qu'on en voit, c'est les goûts et les couleurs. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Alors, j'aime la partie haut-parleur, j'aime pas trop la surface par-dessus où il y a la commande Siri, parce que cette commande Siri, là, avec cette petite arc-en-ciel de couleurs, moi, je trouve ça assez kitsch, personnellement. Maintenant, le produit en tant que tel, de ce qu'on en lit en tous les cas, la conception sonore a l'air vraiment top. C'est notamment les patrons fondateurs de Sonos qui disent ça. Moi, je vous encourage à aller lire leur prise en main aux patrons de Sonos. Ils sont plutôt élogieux sur la qualité du son. J'ai plus le patron, c'était pas pareil. Ouais. Voilà. Et puis après, il y a
au-delà de ça, qui est la qualité principale qui est recherchée, la qualité sonore. Apparemment, ça c'est un 18/20, en tous les cas pour le prix auquel il est vendu. On y reviendra, monsieur X. Ouais, des petits défauts qui sont un peu récurrents dans les produits Apple pour ceux qui aiment, on va dire, la flexibilité ou la réparabilité, des choses un peu incompréhensibles. Le câble d'alimentation, où il faut carrément marcher sur le HomePod pour pouvoir le retirer, mais ça c'est à la marge. Donc, conclusion, sur le son, ça a l'air super. Sur l'enveloppe, et c'est ce qu'on lui demande, sur l'enveloppe externe, c'est un peu les goûts et les couleurs. Moi, je suis pas fan. Je trouve en revanche, à la conjonction de tous ces points de vue, une qualité de base à ce produit. Il n'est pas grand, il n'est pas gros, et ça c'est idéal pour la plupart d'entre nous qui n'avons pas des grandes surfaces. C'est l'antithèse de l'iPod hi-fi, monsieur X, de ce côté-là, on est d'accord. Ouais, ou de produits stars comme les produits de chez Devialet aujourd'hui qui sont un peu plus gros. Voilà, mais c'est pas le même prix. On rajoute un zéro derrière. À avoir du mal à les mettre dans nos appartements. Là, il va faire le job, on va pouvoir lui trouver une place, c'est sûr, et je crois que c'est, avec la qualité sonore, le plus important. Tu l'as dit, monsieur X, la finition est plutôt impeccable. On l'a dit, regardez au niveau notamment des tissus qui sont vraiment très, très réussis. On verra avec le temps si ça prend la poussière, si ça résiste bien au mauvais traitement. Tu l'as dit également, monsieur X, le seul bug, c'est le câble d'alimentation électrique. Regardez ces images. Bon, on peut tirer dessus, il n'est pas détachable, il faut vraiment tirer très fort. En fait, on l'arrache et c'est vraiment pas recommandé. Et donc, nous avons dû utiliser un adaptateur pour brancher une prise anglaise sur une prise électrique française, qui n'est jamais très pratique. Voilà. Et par contre, point fort du HomePod, lorsqu'on le sort de la boîte et qu'on veut l'utiliser pour la première fois, c'est l'installation. C'est vraiment la marque de fabrique d'Apple. Et là, Didier, Apple s'est beaucoup inspiré des AirPods pour ça. Ah oui, ça prend 5 secondes. Alors c'est marrant parce que moi j'ai installé les Sonos en même temps. J'ai mis, je te mens pas, une bonne demi-heure, je pense, à tout configurer. En plus, il faut se balader dans la pièce, lever ton iPhone, faire un peu de la gym et tout. Je les embrasse, Sonos, ils sont adorables, mais pour le true-play, c'est ça. Au niveau appli, ouais, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et alors qu'Apple, c'est vraiment, tu fais clic, clic, clic. Et le mieux, moi, ce que j'ai trouvé le plus pratique, c'est que comme tu hérites en fait de tous les réglages de ton téléphone, il se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi. Là où la Sonos, par exemple, il faut la rebrancher en Ethernet pour aller lui remettre les données Wi-Fi. Donc c'est vraiment très pratique. Tu peux te balader d'une pièce à l'autre. Et même, il y a un autre petit truc, c'est que si tu veux la délier de ton compte, par exemple, j'en sais rien, tu la vends, mais tu as oublié de l'enlever de ton compte, tu peux le faire quand même après coup. Et tu peux même la réinitialiser sans téléphone, elle n'est pas bloquée. Donc du coup, bon, pour se le faire voler, c'est un peu moins bien, mais c'est beaucoup plus pratique si tu veux la prêter à quelqu'un rapidement, par exemple. Ouais. Donc, elle est automatiquement détectée comme les AirPods. C'est pas du Bluetooth, c'est du Wi-Fi, effectivement. Et elle est donc elle fonctionne via AirPlay, vous l'avez compris, mais elle est réservée, revers de la médaille. Tu parlais de Sonos à un instant pour l'installation. Elle est réservée uniquement aux iPhones, enfin à iOS. Il faut un iPhone 5S minimum, donc pas de téléphone sous Android. Donc là, si vous avez un ami qui passe vous voir en visite, il ne pourra pas utiliser votre HomePod autrement qu'en activant AirPlay, en envoyant la musique et en partageant votre code Wi-Fi. Un petit mot sur... tu voulais réagir peut-être sur Sonos. C'est vrai que la configuration, elle s'est beaucoup améliorée chez Sonos ces dernières années. Elle est vraiment beaucoup plus simple qu'au tout début. Je me souviens, il y a 10 ans, c'était un vrai sacerdoce. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais il faut dire que l'approche de Sonos, elle est différente. On configure déjà ces enceintes pour le multi-room, ce qui n'est pas encore le cas chez Apple. C'est pas le même usage, et je suis sûr que quand on aura la possibilité d'avoir plusieurs HomePod éventuellement dans une maison et de les avoir dans différentes pièces de celle-ci, il sera nécessaire de faire les mêmes manipulations. Alors peut-être Apple fera un petit peu mieux que Sonos, mais c'est pas le même usage. Mais c'est vrai que c'est comme les AirPods, c'est affolant de simplicité. Ouais, la détection automatique, c'est vraiment le point fort. Gonzague, le true-play, donc c'est ce dont parlait à l'instant Didier, c'est la fonction de calibrage de ces enceintes pour que le son soit vraiment optimisé pour la pièce, pour qu'il y ait vraiment une qualité optimale. C'est le point fort de Sonos. Apple annonce que l'enceinte s'auto-calibre. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas vraiment perçu la différence, nous, ici, parce qu'on ne peut pas faire de multi-room, donc on a du mal à avoir vraiment la différence. Avec les Sonos, on peut voir d'une pièce à l'autre. Qu'est-ce que tu en as pensé de TruePlay concrètement, Gonzague ? C'est pas
une révolution, c'est quelque chose qui existait déjà sur les amplis home cinéma depuis longtemps, qui était vendu avec un petit micro qu'il fallait brancher. Bon, déjà, cette approche-là n'était pas pratique et les gens perdaient le micro. Avec Trueplay, tu as gagné cette possibilité d'adapter le son de l'enceinte à ta pièce avec un processus un peu fastidieux où tu as l'impression de peindre tes murs avec ton smartphone, et l'HomePod apporte un système qui fait ça tout seul et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas un Trueplay automatique avec la dernière Play 5 qui intègre des micros. Ouais. Oui, parce que le micro, en fait, c'est ton iPhone. C'est pour ça que tu le balades dans la pièce et tu fais des allers-retours comme un peintre. C'est ça? Exactement. Voilà. En fait, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire cette calibration avec tous les smartphones du marché, puisque Sonos les valide, comme chaque smartphone a des composants différents. Et donc, par exemple, il n'est pas encore possible de le faire avec l'iPhone 10. D'accord. Le dernier point auquel on a un petit peu parlé tout à l'heure lorsqu'on l'a sorti de sa boîte, c'est son poids. Elle est assez lourde, 2,5 kg, ce qui laisse à penser qu'Apple n'a pas fait d'économie sur les composants internes afin de délivrer la meilleure qualité du son. On en parle dans ce prochain chapitre. HomePod, la qualité du son est au rendez-vous, la spatialisation, un peu moins. Tu voulais dire quelque chose sur le poids, Gonzague? Le poids, c'est très intéressant, mais c'est pas ce qui fait la qualité du produit. En revanche, le fait qu'il soit lesté, ça doit permettre d'empêcher qu'il rebondisse et saute partout. C'était le cas des premières enceintes Bluetooth Jawbone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elles étaient tellement puissantes qu'elles faisaient doing, 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 et elles finissaient par tomber par terre. Au moins, là, ce problème ne devrait pas se produire. C'est dit, plus qu'un assistant donc intelligent pour la maison, HomePod est une enceinte. Quid donc du rendu sonore? C'est plutôt de ce côté-là une bonne surprise si on le compare à la concurrence, et notamment la One qui est juste devant moi de Sonos. Didier, tu as fait la comparative pour Mac Forever. Oui, alors je vous fais un peu d'auto-promo, mais on a fait une vidéo, on a passé pas mal de temps avec des micros et tout, on a mis tout ça en parallèle, on a testé beaucoup de choses. Ce qui en ressort, c'est que effectivement, c'est une très bonne enceinte qui est tout à fait comparable donc à la Sonos One, qui est sortie en fin d'année dernière. Et alors moi j'ai trouvé que après c'est toujours très subjectif, le son, il y a des extrémistes du son, il y a des gens, voilà. Mais moi ce que j'ai trouvé c'est que le son est très agréable et je trouve qu'il est un petit peu basseux. Mais moi, je trouve pas trop. Il y a des gens autour de moi qui ont trouvé qu'il y avait un petit peu trop de basse. Je trouve que c'est un son qui est très rond, qui reproduit vraiment bien toutes les fréquences. D'ailleurs, on a vu sur les tests qu'il y a une courbe de réponse en fréquence qui est vraiment pas mal. Et la Sonos à côté fait un petit peu plus métallique, je dirais, sans exagérer, parce que Sonos fait quand même des très bons produits. Mais voilà, le son est un petit peu plus rond sur le HomePod, un petit peu plus métallique sur la Sonos. Mais les deux sont quand même très comparables. Et dans la petite vidéo qu'on a fait, on voit vraiment bien les différences. On a testé sur pas mal de styles musicaux, notamment parce que ça joue aussi, ça dépend beaucoup de ce que tu écoutes aussi. C'est vrai que le son est assez équilibré, il y a beaucoup de relief, c'est très agréable. La puissance est vraiment au rendez-vous, c'est assez surprenant vu la taille de cette enceinte. Mais je suis assez d'accord avec toi, je regrette que ce soit un peu trop boomy, un peu dans la tradition des casques de Beats qui privilégient un peu trop les basses. Et c'est vrai, quand on pousse très très fort un morceau, il a tendance un petit peu à saturer. Tu voulais donner un petit peu ton avis sur la qualité? Je suis un utilisateur, je suis pas un grand spécialiste de son à ce point-là, mais j'aime bien lire ceux qui le sont, spécialistes. Et parmi eux, c'était le fondateur de Sonos, John McFarlane. Oui, Monsieur X nous en parlait tout à l'heure. Justement, donc il a fait et vous regarderez dans un de ses tweets qu'il a bien argumenté. Il a dit, comme tu l'as dit il y a quelques secondes, qu'il y avait un peu trop de basse. Il dit que c'est le Jamie Iovine effect. Là, sans doute, ouais. Et donc son résumé était simple, c'était si on prend l'HomePod à côté d'une Sonos, acoustiquement parlant, le HomePod est bien supérieur. Et c'est quelqu'un de Sonos qui pourrait dire ça. Par contre, quand on appaire deux Sonos ensemble, là, il y a un meilleur rendu. Quand on pourra, et ça je l'espère que ce sera juste à partir d'une mise à jour du logiciel et pas le rachat d'une deuxième version donc d'HomePod l'année prochaine ou je ne sais quand, quand on pourra l'associer ensemble, quand on pourra faire de la stéréo ou du multiroom, mais en tout cas de la stéréo ensemble, nous aurons peut-être un résultat équivalent à celui de Devialet. Ouais, on verra. En termes de puissance, je suis pas sûr qu'on aura un résultat comme Devialet, j'en doute un petit peu. Mais effectivement, le caisson de basse était situé à vraiment tout en haut. Regardez juste en dessous du panneau de contrôle si on regardait ces images, et on explique certainement pourquoi elle est aussi réactive en termes de basse. C'est très très puissant, ça remplit la pièce, c'est assez impressionnant. Il n'empêche que son vrai point fort, tu l'as dit, par rapport à
La Sonos, c'est le rendu, et notamment le rendu stéréo, parce que la Play One que vous avez devant moi est mono. Celle d'Apple, elle diffuse bien le son sur 2 canaux stéréo, donc c'est quand même important en matière de rendu. Si vous n'avez qu'une seule enceinte, c'est quand même plus agréable d'écouter de la musique sur une enceinte en stéréo que sur une enceinte en mono. La Play One de Sonos est plus conçue pour être associée à une deuxième enceinte pour une diffusion stéréo, ce qui n'est pas encore possible d'associer une deuxième enceinte pour celle d'Apple. Ça viendra dans quelques mois, tu l'as dit, Stéphane. Pour cela, regardez, elle intègre 7 tweeters pour une diffusion du son à 360 degrés, vraiment dans toute la pièce. Est-ce que tu as vraiment été convaincu par cet effet stéréo, par la spécialisation? Moi, je n'ai pas vraiment été emballé, Didier. Moi, j'ai fait un test parce que c'est vrai qu'à l'oreille, tu sens qu'il y a un truc. Il se passe quelque chose. Il y a du relief, beaucoup plus de relief que sur la Play One. C'est pas une enceinte mono, c'est clair, mais Apple ne dit rien, hein, c'est incroyable. Ouais. Ils te disent rien du tout. Faut quand même tendre l'oreille pour bien vérifier que c'est stéréo. Mais nous, on a fait des tests, donc pareil, je vous renvoie à la vidéo, elle est assez longue, mais on a fait des petits tests sur la stéréo. Donc il y a vraiment un effet stéréo, gauche-droite, il respecte bien ça, mais c'est un peu dans une grosse soupe, c'est-à-dire que tu sens pas clairement qu'il y a un son à gauche et un son à droite. Et si tu as une vidéo où tu vois une voiture qui passe comme ça de gauche à droite et que tu vois bien dans ton 5.1, bah là, tu vas le sentir légèrement en fait. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à un petit peu mieux de ce point de vue, surtout en utilisant justement la réfraction sur les murs. Enfin, voilà, quand tu as vu ce que Sonos est capable de faire avec des barres de son, avec tout un tas de choses, tu avais envie d'un truc comme ça. Et ben non, malheureusement, je pense qu'il faudra quand même attendre les 2 enceintes si tu aimes vraiment la stéréo. Et franchement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent du son en mono, et je trouve ça très dommage parce que le rendu stéréo qui était avant un peu la norme, maintenant la norme, c'est devenu presque le mono. Et c'est vrai que les gens oublient en fait à quel point c'est sympa la stéréo. Et les oreilles, ça s'éduque. Une petite réaction peut-être de Gonzague. C'est vrai qu'on a tendance à comparer l'HomePod avec la Play One qui est juste devant moi, mais peut-être que son concurrent en termes de prix, de $349. Ici, à côté de moi, vous avez la Play 3, si on prend le plan un peu plus large en régie. Ici, qui est une vraie enceinte stéréo sans fil. Il y a 2 ici Twitter pour un vrai effet stéréo, alors qu'il n'y en a qu'un seul sur celui-ci. Et là, c'est plus du tout la même. Et je vous prie de croire que la Play 3 est bien meilleure que le HomePod. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'assistant vocal intégré, mais pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. La Play 3, c'est un produit qui est très sympa, qui aujourd'hui a quand même un petit peu vieilli en termes d'électronique et de design. Donc, je préfère une Play One ou un HomePod. Et comme le disait Didier, on a un peu perdu au fil des années, peut-être le fait d'écouter de la musique sur smartphone ou sur des petites enceintes Bluetooth pas extraordinaires, la qualité du stéréo et l'attention aux détails, parce que les musiciens, ils se font aussi chier à enregistrer un son où tu vas entendre quelque chose plus fort à gauche, où le son va se déplacer, et qui font des effets qui sont incroyables et très riches en émotions. Et à ce sujet, je trouve ça très dommage qu'on ne puisse pas faire des paires de HomePod pour le moment. Ce qui est possible avec les Sonos, c'est qu'il y a un rendu qui est quand même vraiment fantastique. Donc on ne peut pas faire de paires pour le moment tu l'as dit, stéréo, comme c'est le cas pour la Play One de Sonos. On ne peut pas encore activer le multiroom, qui est a priori la fonction un peu star de cette enceinte. On essaie d'y répondre après vos questions Twitter. Vos questions Twitter. La première question de Eddy Troyer, alias Alien Corp sur Twitter. Bonjour RLM. Est-ce qu'il est possible de lire de la musique stockée sur un ice sans forcément passer par iTunes? On va demander à Didier de répondre. Écoute, non. Je vois pas comment on pourrait faire, parce que Siri n'est pas capable d'aller faire ça. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont audiophiles, qui stockent toute leur bibliothèque musicale sur des NAS, en qualité FLAC, maximale, possible, imaginable. Comme ça, ils n'ont plus à utiliser leur CD. Et là, ils pourront a priori pas utiliser leur NAS. Mais c'est vrai que tu te demandes en fait si Apple a pensé aux gens qui stockent la musique localement, ce qui était quand même la norme il y a encore 2 ans, avant Apple Music. Donc je suis assez surpris qu'il n'y ait pas vraiment de solution pour ça, en fait, que tu puisses pas même stocker un petit peu de musique sur le HomePod, enfin je sais pas. Deuxième question de Guy Tap, alias Sabati G sur Twitter. Bonjour, le HomePod est-il un concurrent du Google Home et d'une enceinte Sonos? On va y revenir dans un instant. En termes de rendu sonore, absolument pas. Toi qui utilises l'Amazon Echo au quotidien, Stéphane, on peut vous les faire écouter, mais avec les micros dans le studio, vous ne percevrez pas forcément la différence. Mais ce n'est pas des enceintes, c'est des assistants vocaux, que ce soit Echo ou Google Home, même si là on a simplement un mini. On utilise la fonction musicale par paresse absolue. Oui. Voilà. Mais ce n'est pas du Wi-Fi. Non, voilà, c'est pas fait pour ça. Néanmoins, ils sont concurrents des deux d'une certaine manière, parce qu'on a par commande vocale, on peut faire déclencher n'importe quelle musique qui serait connectée à cet HomePod.
Donc c'est un peu un concurrent des deux. Donc peut-être que Apple veut mettre tout le monde d'accord à travers tout ça, mais bon. C'est vrai que Apple a mis en avant la fonction enceinte, avant tout une enceinte aujourd'hui, et que l'assistant vocal, on va en parler dans ce prochain chapitre dans un instant, est pour l'instant encore accessoire. Mais avant justement de détailler, de comparer la puissance de Google Assistant par rapport à Siri ou encore Amazon Echo, on passe au busomètre avec Didier. Un petit mot sur notre sponsor et le concours que vous propose MTX. Il vous offre ce soir des cadeaux, à commencer par le Nini Casque de la gamme MTX Audio, le iX3, qui brille par sa légèreté, 160 grammes et sa solidité, avec son bordeaux en acier inox ultra flexible, incassable. Son prix, 79 €. MTX offre également un casque intra-aéroquilaire, le modèle iX4. Pour participer, il vous suffit de répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé, les infos qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever cette semaine ? Alors cette semaine, Olivier, on commence avec Apple qui serait devant Samsung en 2018, donc sur le marché des smartphones. Ils n'étaient pas premiers l'an dernier, ils n'étaient que deuxième. C'est-à-dire en nombre de ventes de smartphones ? Alors, je pense que c'est du chiffre d'affaires. Ah, c'est le chiffre d'affaires, oui. Mais c'est TrendForce, en fait, qui... oui, ça peut être que le chiffre d'affaires, parce qu'en termes ce genre de prédiction, oui. Je pense que Samsung écoule énormément de petits téléphones bas de gamme, ce que ne fait pas Apple. Mais c'est vrai que cette année, c'est un peu l'année, tu sais, du super cycle où ils vont nous vendre plein d'iPhone 10-like un peu déclinés sous différentes combinaisons. Et puis, il faut savoir aussi que l'iPhone 10 est sorti assez tard cette année, donc les ventes, elles se font plutôt, c'est vrai, maintenant en début d'année. Et puis, le prix était un petit peu élevé, donc il n'était pas forcément facile à écouler, même s'il s'est bien écoulé quand même. Donc on verra, voilà, est-ce que ce sera le super cycle cette année ou pas. Deuxième info, deuxième buzz de la semaine. Alors ça, c'est assez intéressant. Comme tu le sais, Qualcomm et Apple sont en procès, et du coup, Qualcomm va assez mal puisqu'il est plus sur l'iPhone. Son action a vraiment chuté, et du coup, Broadcom... Qualcomm, c'est, petite précision, c'est ceux qui fournissaient par exemple le modem de l'iPhone. Oui, ils font énormément d'électronique, mais c'est vrai qu'ils font principalement des modems, des processeurs, des SoC, énormément de choses. Et Broadcom, c'est un peu son concurrent de toujours. Broadcom, je crois que c'est ceux qui font le Raspberry Pi, je crois. Et du coup, c'est vrai que c'est le moment de les racheter, puisque leur action est pas très élevée. Donc pour l'instant, c'est la petite bataille. Mais ce qui est intéressant en fait pour nous, c'est de voir quelles seront les conséquences si Broadcom rachète Qualcomm. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Apple ? Est-ce que Apple va reprendre du Qualcomm ? Est-ce que le procès va Intel aujourd'hui. Voilà. Troisième info, apparemment Apple veut faire la paix. Intel. Apple veut faire la paix, Didier. Oui, mais je crois qu'ils commencent à entendre les utilisateurs qui en ont marre d'avoir un système buggé pendant 6 mois tous les ans. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est tous ceux là qui sont un petit peu spécialisés dans le Mac depuis de nombreuses années le disent. Là, en ce moment, il y en a trop. Ils veulent mettre trop de nouveautés chaque année. Ils n'arrivent pas à les assumer. D'ailleurs, tu vois, AirPlay 2, c'était prévu déjà l'année dernière. Ça arrive toujours pas. Donc là, ils auraient prévu effectivement de ralentir le rythme. Ils nous avaient déjà fait le coup plusieurs fois avec Snow Leopard, puis un petit peu plus récemment avec certaines versions d'iOS. Mais c'est vrai que là, il serait peut-être temps un petit peu de se calmer, de corriger ces bugs. On a vu énormément de bugs dans macOS aussi. Donc voilà, il s'appellerait peut-être Peace. Moi, j'y crois pas beaucoup, iOS 12 Peace. Mais bon. Ouais. Bon, on verra. Écoute, on a la réponse en juin pour la WWDC. Quatrième info dans ce busomètre. Alors ça, c'était en début de semaine, donc il y a un petit procès en ce moment de l'association Attack. Je ne sais pas si tu te rappelles, ils ont envahi les Apple Store, ils ont badigeonné de peinture pour lutter contre l'évasion fiscale. Dénoncer l'optimisation fiscale, on va dire. Mais voilà, donc en fait, Apple maintenant, on a un petit peu marre de se faire envahir régulièrement parce qu'ils faisaient ça assez souvent. Et c'est vrai que, moi, j'ai assisté à ça. En vrai, c'était assez perturbant, même pour les clients, dans ces contextes un petit peu des fois post-attentat. Donc, je pense qu'ils veulent surtout éviter ça. Mais Attack, évidemment, s'en est servi pour se faire de la pub. Donc Apple contre-attaque et il veut empêcher Attack d'envahir ses magasins à l'avenir. C'est ça en gros. Voilà, et je pense qu'ils vont avoir gain de cause. Mais bon, Attack a eu son moment de gloire. Je pense que c'est ce qu'ils cherchaient surtout. Médiatique en tout cas. Dernière rumeur, cette fois-ci une vraie rumeur. Oui, alors en fait, là, quand tu regardes tous les produits Apple, ils arrivent un petit peu en bout de cycle. Je pense qu'on devrait avoir pas mal de nouveautés au printemps ou après le printemps. Donc, notamment sur l'iPad. Alors, il y a beaucoup de gens qui attendent Face ID sur l'iPad, puisque, comme tu le sais, si tu as un iPhone 10 et un iPad, de switcher de l'un à l'autre, ça t'oblige à tout réapprendre, à faire le bouton. Touch ID, l'empreinte digitale, et j'en passe. Exactement. Donc, tous ces gestes-là pour arriver sur l'iPad cette année, ce qui paraît assez logique. En fait, l'iPad a toujours un petit décalage. Ouais. C'était extrêmement riche cette semaine, le busomètre. On passe tout de suite à la suite de l'émission, à savoir on va vraiment s'intéresser aux assistants vocaux, à savoir si Apple avec le HomePod est au niveau de Google et d'Amazon. Que peut faire Siri ? Alors le HomePod est une enceinte, donc bien sûr Siri peut lancer de la musique, c'est très facile, démonstration. Hey Siri, play Beyond the Sea, George Benson, please. Okay, playing Beyond the Sea, La Mer by George Benson.
C'est bien quand ça marche du premier coup. Et ce qui est remarquable avec le HomePod, c'est que même si le volume est assez fort, bien qu'il est atténué par mon micro qui est très proche de la bouche, les 7 microphones qui sont intégrés captent très bien la voix. Regardez, pour mettre la pause, Hey Siri, pause. Voilà. Donc ça marche assez bien. La détection de la voix donc, est assez remarquable avec les 7 micros. On peut faire varier, par exemple, le volume. Vous allez voir. Siri, play please. Hey Siri, pardon. Play please. Okay, let's hear Please by Elton John. Hey Siri, volume minimum, please. Voilà, on peut faire varier le volume, le monter au maximum. Hey Siri, volume max. That's very loud. Are you sure? Yes, I'm sure. Hey Siri, pause. Donc tout ça, vous pouvez déjà le faire avec l'ensemble des assistants vocaux du marché. Si on peut exactement demander la même chose à Google Home, regardez. Dis Google, joue Beyond the Sea de George Benson, s'il te plaît. Bien sûr. Voici Beyond the Sea de George Benson sur Spotify. Oui, la seule différence, c'est qu'il va chercher sur Spotify. Voilà, bon, le rendu sonore, vous l'entendez, n'est pas forcément le même. C'est évident, mais ce n'est pas forcément des concurrents sur ce point-là. Mais là, sur ce point, bon, il y a égalité. Dis Google, pause. Tu peux faire la même chose avec ton Amazon, ça marche? Vas-y. Alexa, play from Spotify, George Benson, Beyond the Sea, please. Resuming Spotify. Bah voilà. Ouais, d'accord. Alexa, shut up. Ah oui, carrément. Alexa, faut être dur avec elle. Alexa, vas-y toi. Alexa, shut up, please. Et moi, je lui demande gentiment. Ah, mais là, tu n'as pas dit assez gentiment. Si, je dis gentiment. Voilà, un petit exemple de ce que peuvent faire les différents assistants vocaux. Évidemment, si vous avez une enceinte avec de la qualité sonore derrière, vous pourrez y arriver. Aujourd'hui, Gonzague, Sonos ne le fait pas encore. Ça devrait arriver dans la Play One dans une prochaine mise à jour, dans les mois qui viennent. En fait, Sonos dépend en priorité de Amazon et donc Alexa, qui n'est pas encore disponible en France. C'est-à-dire que c'est déjà utilisable en Allemagne notamment. Oui, nous, on parle en anglais, vous avez bien compris. Donc voilà, c'est un peu galère. Et il devrait s'ouvrir à Google Assistant aussi, donc Google, ce qui est dans Google Home et qui marche très bien. Toujours un florilège de ce que peut faire en termes de fonctionnalités un assistant vocal à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande généralement à Siri ou à Alexa, ou on ne va pas dire trop fort sinon il va se mettre en route. Par exemple, avec le Google Home, tu peux lui demander, dis Google, combien de temps prend le trajet entre la maison et la gare du Nord à vélo. Donc tu peux préciser. Il va te répondre ce qui s'est mis en route. Et là, c'est le bug. Ouais, bon, écoute, voilà, en tout cas, on a essayé. Il a détecté ta voix parce qu'on a un retour ici en plateau, mais effectivement, on peut demander plein de choses. Petite démo, on va faire une démo du HomePod, regardez, parce qu'on l'a préparé. Il peut bien sûr vous donner l'heure, c'est pas très original, mais normalement, ça devrait marcher. Et Siri, what time is it, please? It's 17:17. Voilà, maintenant, vous savez quelle heure on enregistre. Il peut vous donner la météo. What is the weather tomorrow, please? Pardon. Hey Siri, what is the weather tomorrow, please? Expect rain in Paris tomorrow. Il va pleuvoir. The high will be 11 degrees and the low will be 2. Tu l'as dit, Gonzague, il peut vous donner un temps de trajet de voiture pour rentrer chez vous, mais là, peut-être qu'il avait du mal à se localiser parce qu'on est quand même dans un souterrain ici à l'école 42. Ou encore répondre à une question, par exemple, sur la distance. Indispensable pour savoir la distance entre Sydney et Paris. Démonstration. Hey Siri, which is the distance between Paris and Sydney, please? Sydney, Australia is about 16,958 kilometers from Paris as the crow flies. Voilà, donc là, il a un peu plus répondu à la question. Vous pouvez par exemple programmer une alarme. Hey Siri, can you set the alarm at 8 o'clock on the morning, please? Okay, your 8 o'clock alarm is on. Et vraiment, une des fonctions qui sont les plus utiles lorsque j'utilise un assistant vocal à la maison, c'est bien sûr le compte à rebours. Hey Siri, can you set the timer on 1 minute, please? 1 minute and counting. Il devrait sonner dans 1 minute. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'éventail, c'est encore relativement limité. Didier, qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi, avec Siri tout au long de ce week-end?
Écoute, plein de choses. Et j'ai essayé tout ce que je fais en fait avec le Google Home comme Gonzague. Moi, j'en ai un à la maison. Et il y a un truc, tu vois, tu viens de lui mettre un minuteur. Essaye d'en mettre un deuxième. Tu vas voir ce qu'il te répond. Hey Siri, can you set the timer on 2 minutes, please? The timer is already running at 31 seconds. Voilà. Would you like to replace it? En fait, il peut pas en mettre deux. Mais avec Google, tu peux lui mettre des noms de timer, il t'en met plusieurs. Et en fait, c'est des petites choses, tu vois, mais au quotidien, Google est nettement meilleur. Il fait vraiment plein de trucs. Là, on a même essayé donc d'envoyer des messages. Bon, ça fonctionne, mais pareil, ça envoie que sur e-message. Alors que maintenant, par exemple, dans la voiture, tu peux envoyer des messages WhatsApp, ça fonctionne pas. Tu peux pas appeler non plus. Tu peux basculer un appel sur le HomePod, mais tu peux pas lui dire tiens appelle ma sœur. Donc en fait Siri, on dirait un peu qu'il a je sais pas 2-3 ans de retard sur Google en fait sur pas mal de choses du quotidien finalement. Et où de manière générale aujourd'hui l'assistant de Google est beaucoup plus fort de manière générale Gonzague, c'est sur les recherches qui vont bien au-delà de ce qui est intégré dans Siri ou dans l'iPhone. Lorsqu'il doit aller chercher des infos ou les croiser par rapport notamment aux fonctions propres à Google. Lorsqu'on utilise, on fait une recherche sur Google, de manière générale, le Google Assistant est plus à l'aise, non ? C'est plus à l'aise, mais c'est encore très perfectible. Donc, on entend beaucoup son Google Home dire « et là, c'est le bug ». Par exemple, je ne pense pas que ça soit encore possible, mais c'est aussi le problème de cette vidéo, c'est que ce qu'on vient de dire va être dépassé après-demain, puisqu'ils se seront interconnectés avec de nouvelles sociétés. Mais par exemple, la dernière fois, je lui ai demandé le prix d'un billet d'avion pour aller à New York, peu importe où, et il ne savait pas répondre, alors que quand tu cherches cette info dans Google, tu as l'assistant de recherche de voyage de Google qui le dit. Bon, je trouve que c'est un peu con qu'il manque ce genre de choses. On va essayer. Même si c'est pas le truc qu'on va peut-être demander tous les jours à son enceinte. Dis Google, quel est le prix d'un billet pour aller à New York en avion depuis Paris ? Vol au départ de Paris et à destination de New York, départ le 15 mars et retour le 21 mars à partir de 272 €. Le vol le plus court dure environ 8h10. Je dis épatant. Voilà, donc ça marche. Par contre, si tu lui demandes combien coûte un iPhone X, ce qui est possible de taper dans Google puisqu'il y a Google Shopping, là, ça ne marchera pas. Sauf si, pareil, la vidéo est dépassée et que maintenant, il le faut. On va voir. Écoute, dis Google, combien coûte un iPhone 10 ? Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement, mais j'en apprends de plus en plus tous les jours. Ouais. Sinon, on peut poser à Google plein de questions, de l'ordre de questions indispensables. Dis Google, qui est Steve Jobs ? Selon Wikipédia, Stephen Paul Jobs, dit Steve Jobs, né à San Francisco le 24 février 1955 et mort à Palo Alto le 5 octobre 2011, est un entrepreneur et inventeur américain, souvent qualifié de visionnaire et une... Voilà, merci. Donc effectivement, son éventail est assez large. On va essayer de faire la même chose maintenant avec le HomePod. Si ça va marcher, on va voir. Et Siri. Hey Siri. Who is Steve Jobs? Jobs is a 2013 American biographical drama film inspired by the life of Steve Jobs from 1974 while a student at Reed College to the introduction of the iPod in 2001. That was from Wikipedia. Shall I continue? No, thank you. Donc là, il a été me chercher sur Wikipédia, non pas qui est Steve Jobs, mais qui est le film Steve Jobs. Donc une petite différence. Alors, c'est peut-être à mon accent qui est... I'm playing Sa by Jal. Voilà, c'est du live. Mais parce qu'il continue à m'écouter, mais comme il ne comprend pas le français, forcément, il a cru que je voulais lancer une musique. Mais là, donc, vous l'avez compris, il a été chercher le film et non pas forcément la biographie de Steve Jobs sur Wikipédia. On va encore essayer. Hey Siri, who is Steve Jobs? I can't get the answer to that on HomePod. Voilà, mais bon, pourtant, pendant la répète, il avait réussi à le faire, comme quoi, vous voyez, c'est encore... Au bout de 10 fois. C'est encore perfectible. Donc, en clair, je ne sais pas, allez, on va se tourner peut-être vers Monsieur X qui, lui, n'a pas dit grand-chose pour l'instant autour des assistants en vocaux. Est-ce que ces fonctions qui sont très à la mode, tout le monde s'y met, Apple a suivi Google et celui qui a vraiment lancé le concept, à savoir Amazon, est-ce que véritablement, c'est une fonction qui tue et c'est vraiment indispensable aujourd'hui d'avoir ce type de fonction dans une enceinte? Et moi, je crois, toi, Olivier, est-ce que ça t'excite, en clair? Alors moi, ça m'excite pas, mais je vais te dire pourquoi. À mon avis, pour que ça soit une fonction qui tue, il faut que ça combine deux choses.
ça remplace un usage précédent ou ça crée un usage fort et puis que ça soit au bon niveau de qualité. Alors, moi, l'assistant vocal sur l'usage fort, c'est très personnel, hein, c'est quand j'ai les mains occupées. Voilà. Donc, dans ma voiture et principalement quand je fais la cuisine, ce qui est quand même quelque chose auquel je consacre beaucoup de temps le week-end. Quand j'ai mes mains, j'ai toujours trouvé un moyen aujourd'hui, c'est l'historique, pour faire plus rapide et moins chiant que de parler à un objet. Voilà, moi ça me rend pas de service. Commander ma télé à la voix, lui demander de lancer Spotify et la voix, ça me fait chier. Et chez moi, ça passe pas hein, dans ma famille. Ça aurait plutôt tendance à déranger tout le monde. Donc voilà. Par contre, en termes d'usage, dans la voiture, moi j'ai Siri intégré à CarPlay. Je trouve ça génial. Je m'en passerai plus. Et puis j'aimerais bien plus de Siri dans ma cuisine pour commander les applications de l'iPad en profondeur, changer les chaînes de télé, etc., etc. J'en arrive à mon deuxième critère pour que ça soit une fonction qui tue. Il faut que ça soit de bonne qualité, qui me comprenne, malgré mes fautes d'anglais, malgré mes fautes de français qui sont nombreuses, et puis qui fasse ce que je veux, c'est-à-dire commander en profondeur et me donner des fonctionnalités en profondeur. Moi, si c'est pour me donner la météo, me lire l'article Wikipédia de la biographie de Steve Jobs, franchement, je n'ai rien à foutre. Ouais. Dernier point avec Didier. Donc, si aujourd'hui, et bien évidemment, si le HomePod n'est pas encore disponible en France, on pense plutôt au printemps. Hein, Didier, c'est bien sûr parce que Siri n'est pas encore en version française sur le HomePod. Hein, c'est bien ça. Oui, il est en bêta-test depuis assez longtemps en fait en français. Hein. Donc moi, à mon avis, il va arriver quand même assez vite. Hein. Ça m'étonnerait pas que même d'ici peut-être fin mars, début avril, tu vois, il lance ça quand même assez vite. Faut savoir quand même que Siri, il marche en France. Oui, sur l'Apple TV, sur l'iPhone et sur l'iPad sans trop de problème. Pas de souci. Donc non mais c'est assez bizarre ce décalage. Je me suis demandé si c'était pas même purement commercial au début, puisque en fait Siri ne fait vraiment pas grand chose de plus sur le HomePod qu'il fait sur ton téléphone. Il faut même des choses en moins par rapport à par exemple CarPlay. Donc de quoi ils avaient vraiment besoin en fait pour s'adapter au marché français, c'est une bonne question. Allez, avant de passer je dirais à la fonction star, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce terme-là, du HomePod, à savoir le multi-room, et surtout comprendre pourquoi il n'est pas encore disponible et comment on pourra l'activer dans quelques semaines. Un retour sur le concours que vous propose notre annonceur ce soir, MTX. Il vous offre des cadeaux cette semaine, à commencer par le dernier casque de la gamme MTX Audio, le iX3, qui brille par sa légèreté, 160 grammes, et sa solidité, avec son bandeau en acier inox, ultra flexible, incassable. Son prix est de 79 €. MTX vous offre également un casque intra-auriculaire, le modèle iX4. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de répondre via Twitter à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Allez, on passe au dernier chapitre de cette émission. On va parler du multiroom et d'AirPlay numéro 2. Le multiroom, c'est la fonction star, en tout cas, de Sonos. Est-ce que Apple va pouvoir faire aussi bien? On va essayer d'y répondre, mais un petit mot avec Monsieur X qui doit s'en aller, je crois. Si tu veux, moi j'avais acheté une Bauer & Wilkins AirPlay 1 pour avoir le AirPlay, parce qu'avant j'envoyais le AirPlay à travers des bornes Port Express plus des câbles audio. Là c'est natif, hein, le Bauer & Wilkins en AirPlay. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est dans mon salon avoir du AirPlay synchronisé, donc un peu du multiroom, dans mon enceinte Bauer & Wilkins, ma télé Sony via l'Apple TV, et puis une enceinte iPod hi-fi dans ma cuisine. Bon, bah aujourd'hui, avec le AirPlay normal, c'est impossible de le faire fonctionner, même en réglant ça assez finement. Or, c'est vraiment un truc dont tu as besoin / envie. Tu es dans la cuisine, tu passes dans la salle à manger, continuité du son, c'est une fonction de base et extrêmement attendue. Si Apple peut enfin nous fournir ça, ça serait génial. C'est ce qui me ferait, moi, switcher personnellement. Bon, merci Monsieur X, c'est bon retour. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de l'iMac Pro. Rendez-vous Monsieur X. Monsieur X parlait d'AirPlay, Didier à l'instant. AirPlay, c'est vrai que Apple a été l'un des premiers, souvenez-vous d'AirTunes, au milieu des années 2000, à proposer une fonction Wi-Fi pour écouter iTunes sans fil à la maison. Et puis c'est devenu AirPlay. Et puis Sonos est arrivé, et puis le multiroom s'est généralisé, et Apple a laissé passer le train. Est-ce qu'il va pouvoir rattraper son retard concrètement? Est-ce que tu crois que AirPlay 2 va permettre de faire aussi bien que le système de multiroom de Sonos, qui est assez génial quand même, il faut bien le dire?
Oui, ils ont une sacrée avance, mais de toute façon, Sonos avait vachement d'avance en fait sur toutes ces technos, à part le côté assistant. Mais après, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que le multiroom, c'est un truc si grand public que ça? Je sais que chez les fondus d'audio, on adore ça, pouvoir se balader dans les pièces, etc. Mais c'est vrai que moi, je réfléchissais à ça, à l'utilité que je pourrais en avoir, et je pense que j'attends plus la stéréo, par exemple, tu vois. C'est-à-dire pouvoir jumeler deux enceintes. Stéphane? La stéréo, oui, bien sûr, parce qu'on espère que ça sera qu'une mise à jour logicielle, qu'on ne sera pas obligé de racheter un appareil. Ce sera de la mise à jour logicielle. Ben, espérons-le, parce que bon, voilà. Non, c'est écrit noir sur blanc sur le site d'Apple, donc tout va bien. En fait, bizarrement, c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment très tendre avec les premières versions des produits d'Apple, que ce soit pour la première iPhone, le premier iPad, le premier iPod, non, je ne me souviens même plus ce que j'ai fait, pour tout te dire. La première Apple Watch. Ou le premier MacBook Pro avec la Touch Bar. Pour moi, jamais, je trouve que c'était pas des produits terminés comme ça. Et pourtant, regardez, elle est là. Non, mais elle est là. Mais sur les AirPods, on a tous été surpris. Ouais. Tous ceux autour de la table, Didier et tous les autres, je pense qu'on a tous été surpris. J'ose espérer qu'on a la même surprise, parce que moi, vraiment, quand je suis passé à côté de cet appareil hier, j'ai entendu le son. Et j'ai été surpris, vraiment très surpris. Alors que tu as du Sonos à la maison aujourd'hui. J'ai Sonos, etc. à la maison, et donc Alexa, mais j'ai Sonos à la maison. Et j'étais très surpris par sa puissance et la qualité que ça pouvait avoir. Et ça m'a encouragé à revenir avec aujourd'hui. Voilà. Gonzague, toi qui connais bien l'environnement Sonos, qui connais bien la difficulté d'avoir un écosystème d'enceintes cohérent et fluide à la maison, puisqu'il faut quand même un réseau qui soit assez costaud, un réseau Wi-Fi, c'est ta grande spécialité, le Wi-Fi. Quelle est ton opinion par rapport à cela? Déjà, première question, on en parlait tout à l'heure hors antenne, dirons-nous. Est-ce que le multiroom, c'est vraiment quelque chose de très grand public? Est-ce que c'est vraiment un handicap pour Apple, selon toi, de ne pas proposer la fonction d'emblée? Ça n'est actuellement pas grand public, parce que l'utilisation de Sonos, tout comme le fonctionnement de Chromecast, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour les gens. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'envoyer du son ou de la vidéo vers un produit. C'est ce qu'on a l'impression de faire avec AirPlay, mais qu'on fait de moins en moins. Avec Sonos, tu lui dis quoi lire. Et avec Chromecast, tu lui dis quoi lire. Et donc, c'est tout ce fonctionnement d'appli qui n'a pas besoin de tourner et tout, qui n'est pas très clair pour les gens. Je pense que donc le multiroom, tu en comprends l'intérêt une fois que tu l'as vécu. Beaucoup moins avant. J'en suis convaincu de l'intérêt du multiroom parce que je l'utilise tous les jours, mais on en revient à ce que je disais, il faut l'avoir vécu pour que ça te manque après. Est-ce que là, finalement, la promesse qui fait que finalement Sonos a réussi à convaincre des utilisateurs d'acheter du Sonos plutôt qu'une autre marque sur l'argument multiroom, Didier, ce n'est pas plutôt le fait qu'effectivement on n'a besoin que d'une enceinte ou de deux dans la même pièce au départ, mais de se dire que c'est un système ouvert qui peut évoluer et en fonction des besoins, on pourra rajouter des enceintes relativement facilement et donc mailler sa maison en enceinte Wi-Fi. Moi, je sais que ça m'avait rassuré quand j'ai investi pour la première fois chez Sonos. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. En fait, ça dépend vraiment de l'approche que tu as. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on compare vraiment ces deux enceintes, hein, le Sonos One et le HomePod, ils sont vraiment en concurrence, entre guillemets. Et pourtant, aujourd'hui, alors je connais pas les chiffres de vente de Sonos, mais Sonos, c'est pas du tout grand public. Ça amuse beaucoup les geeks, etc. C'est une très bonne marque audio. Mais c'est vrai que Apple est pas du tout dans une logique comme ça où je pense qu'ils vont être sur des fondus d'audio, qui vont aller mettre du 5.1, qui vont aller équiper tout leur appart. À mon avis, ils sont sur un produit qui est quand même extrêmement grand public, qui a ce côté assistant, donc tu peux contrôler HomeKit d'un côté. Effectivement, la partie audio, elle a de l'importance, mais je sais pas jusqu'où ils vont aller en fait en termes d'audio. En fait. Pour moi, c'est le même public, hein, Didier. Voilà, quelqu'un a besoin d'une enceinte sans fil. C'est le même public, le public de Sonos et d'Apple, parce que tu vas parler à un audiophile, il veut pas entendre parler de Sonos parce qu'ils font pas de musique en qualité HD aujourd'hui. Ils vont vouloir du Vialet, ils vont vouloir du Macintosh, des choses comme ça, mais voilà, pour eux, c'est trop grand public aujourd'hui, Sonos. Donc, comme quoi, tu vois, ça dépend où on place le curseur. Essayons de comprendre maintenant pourquoi cette fonction multiroom est en retard et surtout à quoi elle va ressembler. Ça va ressembler, puisqu'il y a déjà les bêtas d'iOS qui circulent, Didier, à ce qu'aujourd'hui AirPlay, c'est-à-dire directement, et ça c'est intéressant par rapport au système de Sonos, directement dans l'interface de son iPhone, de son iPad, voire de son Mac, on pourra sélectionner la pièce et l'objet, plutôt le périphérique qui est dans la pièce. Hein. C'est bien ça, Didier. Oui, alors tu l'as déjà en fait avec l'appli maison, hein, si tu as regardé un petit peu sur ton HomePod. Ça apparaît d'ailleurs un peu bizarrement, on sent que c'est là, mais c'est pas encore là.
Donc effectivement, ce sera quelque chose que tu contrôleras assez facilement et tu pourras surtout dire à Siri, bah tiens, mets-moi, je sais pas, telle chanson dans le salon, telle chanson dans ta chambre. Donc on aura à la fois le contrôle à la voix, le contrôle à l'iPhone, et en fait, ce sera extrêmement bien intégré dans l'écosystème iOS. Et ça, effectivement, c'est un truc qui va prendre l'avantage aussi sur la concurrence, c'est que cette intégration va faire que tu vas peut-être te mettre à l'utiliser plus facilement aussi, que ça va être un petit peu plus accessible en fait. Stéphane. Juste, c'est vrai qu'on a peut-être été mal habitué avec Sonos, avec cette. En fait, quand on a commencé à avoir des Sonos, on a vu cette facilité de. On commence par 1, 2, 3, à la fin, une sorte de frénésie, etc. Oui, c'est une manière d'enfermer le client dans son écosystème. Apple connaît bien cette stratégie aussi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas connu, alors je sais pas, là on est tous un petit peu des quadras autour de l'écran. Ouais. On a quand même. Sauf Gonzague. Sauf Gonzague, mais bon, Gonzague, il connaît tellement la musique qu'il pourrait nous en faire donner des cours. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a repris du plaisir d'écouter de la musique à la maison, grâce à Sonos. Et consorts. Hein, oui, par le multi-room en général. Et c'est ça qui était agréable, se dire qu'on avait quelque chose qu'on pouvait, dont on avait perdu l'habitude. Puis attendre de câbles. Voilà, il y avait les chaînes hi-fi qui étaient rentrées quand on était jeune, mais là, on a vraiment un sacré plaisir d'écouter la musique chez nous. Et j'espère que ça va encore plus continuer avec ça, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Apple est un accélérateur de tendance. On va voir s'ils vont populariser le multi-room. Le prix aidant, peut-être pas, mais bon. On verra. Concrètement, la difficulté quand on veut faire du multi-room, et c'est très important à bien l'identifier, Gonzague, c'est de disposer d'un bon réseau Wi-Fi, c'est bien ça, Gonzague? Évidemment bien capter le Wi-Fi, sinon ça va mal fonctionner. Et c'est là que Sonos avait quand même une spécificité, c'est que les bornes, elles utilisent, selon les installations, leur propre réseau qui s'appelle SonosNet. Donc c'est leur propre Wi-Fi autogéré sur lequel il y a rien à faire et qui étend la portée du réseau entre les appareils. Je ne pense pas que le HomePod fasse ça. Ouais, on est tous curieux, hein, Didier. On a très peu d'infos sur le mode de diffusion multi-room. Apparemment, Apple galère un petit peu et c'est là l'enjeu, c'est-à-dire de proposer une qualité de service. C'est-à-dire que l'enceinte, si ma box ADSL, puisque les routeurs sont souvent des box ADSL, est installée souvent dans l'entrée de la maison où il y a la prise téléphonique et que la chambre est à l'opposé et que je veux envoyer le son dans l'opposé, c'est pas forcément gagné. Hein. Il va falloir s'équiper avec des bonnes bornes et tu pourras plus les acheter chez Apple puisque tous les paradoxe. Au moment où il en faudrait, Apple arrête de les fabriquer. C'est un autre paradoxe. Hein. Ils auraient pu faire des packs et en vendre des camions. Hein. Mais bon. Effectivement, moi je trouve que le HomePod quand même, il a vraiment rien en connectique. Il a pas d'entrée, pas de sortie. Pas d'entrée de jack, non. C'est que sans fil. Il est vraiment fermé au sens propre. Et c'est assez marrant qu'ils aient totalement fermé ça. Bon, voilà. Après, peut-être que Apple table aussi sur le fait que c'est quelque chose que tu vas peut-être pas mettre au fin fond de ta maison de campagne. C'est peut-être plutôt un truc d'urbain dans ton petit appart. Ouais, mais enfin, moi, je sais que Monsieur X l'illustrait tout à l'heure. J'ai testé beaucoup d'enceintes AirPlay, parce qu'à un moment donné, c'était très à la mode. Et puis, effectivement, le standard qui était presque dominant, il était quasiment seul. Et puis, le Bluetooth, il lui est passé largement devant, et puis Sonos également. Mais quand on essaie de faire du multi-room, puisque c'est possible de faire du multi-room aujourd'hui avec du AirPlay, mais bizarrement il faut utiliser un Mac, ça ne marche pas avec un iPhone, ce qui est quand même un paradoxe. Eh bien, si vous n'avez pas un réseau Wi-Fi d'enfer, vous avez du mal à faire tourner 2 voire 3 enceintes simultanément. Si vous avez un peu de gens qui utilisent le Wi-Fi en même temps, ça s'effondre très rapidement. Alors on a essayé de se renseigner en préparant cette émission quelles étaient les spécificités d'AirPlay 2. Donc certaines sont publiques puisque lors de la WWDC en juin dernier, Apple a fait une conférence. Ce qu'on a pu apprendre concrètement, et on va parler au conditionnel puisqu'Apple n'a pas pu nous confirmer la chose, c'est que effectivement lorsque vous lanciez la musique sur une enceinte AirPlay, vous appuyez sur le bouton AirPlay, elle partait en streaming directement en Wi-Fi jusqu'à l'enceinte. Et au sein du haut-parleur, vous aviez en gros une mémoire tampon de 2 à 5 secondes, ce qui n'était pas beaucoup. Ça veut dire que s'il y a une coupure, il a 2 à 5 secondes d'enregistrer de musique pour pouvoir éviter qu'il y ait un blanc s'il y a une coupure du réseau. Dans la nouvelle version d'AirPlay 2, il y aurait, tenez-vous bien, 5 minutes de cache. Donc en clair, avant de lancer la lecture sur l'enceinte qui sera à distance, eh bien, l'enceinte va complètement télécharger le morceau pour être sûr que quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas de coupure. Voilà quel est le modèle, a priori, que serait celui d'AirPlay 2. Il y aura certainement d'autres... donc là, c'est sûr qu'en utilisant cette solution un peu extrême, de se dire que finalement, la musique, elle est plus jouée
vous l'avez bien compris, en direct en Wi-Fi, mais carrément télécharger et jouer en local sur l'enceinte, on évite ce genre de risque. D'un autre côté, on peut se poser la question de savoir comment on va pouvoir faire, par exemple, pour diffuser le son de l'Apple TV, si on veut faire une barre de son. Enfin bon, il y aura plein de choses qui vont arriver. Mais apparemment, Apple semble avoir trouvé la solution en vraiment gavant de mémoire ces enceintes, de sorte qu'elles téléchargent au maximum les données en amont. Ça te semble assez logique comme stratégie, Gonzague ? Oui, enfin, du coup, ça ne marche qu'une fois le morceau lancé si tu ne veux pas créer un long lag dès le début. Donc, ça ne marche que après ça, mais c'est une stratégie qui est pas conne. Et pour revenir sur de la partie télé dont tu parlais, c'est intéressant parce que moi, j'utilise déjà mon Apple TV avec des équipements AirPlay, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. J'utilisais ça avec mon enceinte Bang & Olufsen et qui effectivement a le lag de 2 secondes. Bien sûr. Et tu vois, il y a des gens qui trouvent ça très gênant et moi, au fait, ça me choque pas trop. Tu t'y fais parce que tu as le confort d'avoir totalement sans fil ton Apple TV qui peut être où tu veux dans la pièce et ton enceinte ailleurs. Ouais, la seule chose, c'est que ça ne marche pas pour les jeux vidéo et pour la télé en direct puisque elle n'utilise pas le player natif de l'Apple TV. Ouais. En clair, vous l'avez bien compris, il va falloir... on va être très attentif à cette fonction de multi-room lorsqu'elle arrivera. Il faudra être très attentif si vous voulez vous équiper dans plusieurs pièces de la qualité de votre réseau Wi-Fi et qu'il va certainement oublier complètement votre box ADSL et acquérir ce que tu utilises toi notamment chez toi à la maison, Stéphane, vraiment une solution de routeur Wi-Fi hyper puissante, du mesh, que ce soit du Google Wi-Fi ou du Netgear ou du D-Link, que sais-je, mais il faudra oublier votre box ADSL et vraiment lui mettre un routeur Wi-Fi et des relais un peu partout pour pouvoir densifier les réseaux et faire en sorte que la musique puisse se diffuser partout. Et là, forcément, ce ne sera pas forcément la même note à la fin sur la facture. Reste à savoir si c'est le cas notamment de chez Sonos. Il faut savoir que Sonos, une enceinte, lorsqu'elle prend le relais, qu'elle crée son propre relais, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Gonzague, elle crée un nouveau réseau. Elle sert de relais Wi-Fi, de sorte que si vous mettez une enceinte à côté, elle diffuse. Donc c'est assez intelligent. On est curieux de savoir si Apple fera la même chose avec les HomePod. On a posé la question à Apple, on attend toujours la réponse. On a essayé d'être hyper précis ce soir sur ce qu'on pouvait savoir de l'état de l'art aujourd'hui du HomePod. On y reviendra plus en détail lorsque la fonction stéréo sera compatible, sera disponible, la fonction multi-room qu'on attend avec impatience. Là, on en a près de 2 en plateau, donc on n'aura pas trop de mal, et avec que ce soit entre Didier et Stéphane pour pouvoir les tester, et on vous donnera un retour très rapide d'ici qui sait, la version française qui devrait ne plus tarder, peut-être que la version multi-room sera disponible à ce moment-là. Voilà, nous sommes arrivés au terme enfin de ce 284e épisode de Refait le Mac. Place à présent à notre concours. Cette semaine, notre sponsor MTX vous offre des cadeaux, à commencer par le dernier casque de la gamme MTX Audio, le iX3, qui brille par sa légèreté, 160 grammes, et sa solidité avec son bandeau en acier inox, ultra flexible, incassable. Son prix, 79 € seulement, ou presque. MTX offre également un casque intra-auriculaire, le modèle iX4. Pour participer, il vous suffit de répondre à cette question. Quel est le poids du casque iX3 ? Quel est le poids du casque iX3 ? Vous répondez via Twitter et le compte @MTXFrance en associant l'hashtag MTXORLM. Vous répondez via Twitter et le compte @MTXFrance en associant l'hashtag MTXORLM. Voilà, bonne chance. Messieurs, la semaine prochaine, nous allons parler du Mac Pro. Ça vous intéresse comme sujet ? Vous revenez ? De l'iMac Pro, pardon. Alors moi, je suis sur un iMac à 18 cœurs et toute option. Voilà. Ouais. Donc maintenant, j'ai plus de reins, plus rien. Mais il mange des pâtes tous les jours. Voilà, donc c'est assez intéressant. Ouais, on a testé un petit peu tous les modèles et c'est vrai que c'est une machine qui, si tu en as l'utilisation, l'usage, c'est une machine qui est assez impressionnante. Bon, Stéphane, tu reviens la semaine prochaine ? Avec plaisir. Gonzague, c'est une machine qui te fait rêver, l'iMac Pro, franchement ? Eh ben, écoute, si elle fonctionne mieux que mon MacBook Pro, qui lui ne me fait plus du tout rêver, carrément. Oui, tu étais déçu pour le MacBook. On en reparlera la semaine prochaine. C'est la fin donc de ce 284e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour notre prochaine émission qui devrait être consacrée au grand test de la Mac Pro, aux joies. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.